Bonjour et bienvenue dans les studios de Com1, au cœur de l'Ardèche, à Lussas exactement. Et un grand merci déjà à Antoine qui nous accueille aujourd'hui. Et donc, chers auditeurs, nous allons parler pour la première dans un format qui va s'intituler Bienvenue sur embarquement pour un monde libre. Voilà, donc c'est une première et on va avoir plusieurs intervenants qui vont nous parler de différents sujets. Il va y avoir Philippe Ledibou qui est ici présent. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue, j'espère que tu as fait bonne route parce que tu arrives à Tu as combien de temps d'ici à peu près? Je viens de Valence, 1h30, donc tout va bien. Bon, bienvenue et merci d'être avec nous. Philippe Lefebvre, qui fait partie de l'association Les Affranchis. Oui, bonjour Véronique, bonjour à tous. Voilà, et tu viens d'où, Philippe? Moi, je viens de Ganges, dans l'Hérault, dans les Cévennes. D'accord, aux portes des Cévennes. Aux portes des Cévennes, et j'ai 3 heures de route pour venir. Voilà. D'accord. Et Jacques aussi, qui sera là tout à l'heure, mais on l'aura en visio. Donc voilà, qui est lui sur Paris, si je ne me trompe. Et ensuite, on aura Pierre Lalu qui est là présent en visio. Bonjour Pierre. Bonjour tout le monde. Et toi, tu es à Paris aussi, hein? Je suis à Paris. Effectivement, il m'a été gentiment proposé de venir vous rejoindre. J'ai pas pu venir, mais ça aurait été avec grand plaisir pouvoir bénéficier on te remercie. d'une respiration dans votre beau sud. Oui. Ah, il fait gris en ce moment, il fait gris. Ça peut jamais être aussi gris que mon bitume, je vous rassure. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et bien évidemment, Cyril Pommier, qui est donc le coordinateur de l'embarquement pour le monde libre. Bonjour à toi Cyril. Bonjour Véro, et merci à toi Véro de venir et d'animer cette émission. Avec grand plaisir. Voilà, donc on va démarrer avec Cyril qui va nous expliquer un petit peu c'est quoi ce projet justement sur ce monde libre en quelques mots. Voilà, quelle est l'idée de ce projet? Alors en quelques mots, je fais partie des membres fondateurs de l'association Les Affranchis qu'on a créé avec Antoine qui est derrière la console en 2015 et en fait le monde libre, c'est un projet qui est le fruit de 6 années de travail et 6 années d'expériences diverses et d'amélioration continue de ce projet de démocratie. Et donc là, on est arrivé sur un projet qui nous semble qui commence à tenir la route. On commence à avoir du financement aussi maintenant. On parle de financement. Donc voilà, donc en fait, il va démarrer en mai prochain à l'Ascension. Il y aura 4 jours d'événements qui seront focalisés sur le changement de paradigme qui nous semble nécessaire pour aller vers un monde libre. Et donc voilà, et aujourd'hui, cette émission, c'est un peu, bienvenue à bord, c'est un peu le début, et notamment un média, donc une première émission qui va traiter de ce sujet, voilà. D'accord, donc on va essentiellement parler d'économie et voire plus, puisqu'on abordera d'autres sujets. Alors, puisqu'on va parler d'économie, on va tout de suite accueillir Philippe Ledibou. Merci. Donc, Philippe, on a un petit peu discuté avant, j'ai bien compris, tu as fait partie du premier bloc de la monnaie libre à sa création. En tout cas, tu étais présent. Déjà, combien étiez-vous et en quelle année ça a démarré? Donc ça a démarré réellement en mars 2017 et donc bien sûr il y a eu des années de préparation avant, des années de programmation. Donc moi je suis dans l'informatique mais j'ai pas développé, mais en fait j'ai participé aux réunions des monnaies libres 4 et 5. À Valence on a organisé la réunion 6 où les programmeurs sont venus, c'était des réunions de coordination en fait. On était 20-25 à chaque fois et ça a démarré juste après en mars 2017. D'accord. Alors, cette initiative a été lancée par Stéphane Laborde, c'est ça, qui a écrit d'ailleurs un livre en 2010, juste avant, en 2008, il y avait eu l'effondrement l'effondrement il y a eu un gros crash boursier. Et c'est de là qu'il est parti d'un problème sur les inégalités
que génère la création monétaire. C'est de là que tout est parti. Alors peut-être pas forcément de la crise des subprimes de 2008, mais en tout cas, moi je mets en relation, en général quand il y a des problèmes, il y a des solutions qui arrivent, et Stéphane Laborde a publié la version 1 de sa théorie relative de la monnaie en 2010. D'accord. Et donc il l'a développé au fur et à mesure jusqu'à l'appeler la monnaie libre. D'accord. Donc c'est là où il a commencé, donc, et je pense que tout le groupe, avec le groupe, vous avez commencé à vous interroger sur comment rendre tout individu, parce que c'est de là que partaient ces questionnements égal à tous les autres. Et ce processus a mis combien de temps jusqu'à la mise en route, de la June, de la monnaie libre? Donc moi j'étais pas au tout début, hein, j'étais, comme je vous ai dit, j'étais réunion des monnaies libres, donc c'est les RML, j'étais présent au RML 4, RML 5, et donc on a organisé RML 6, donc il y a 2 réunions de monnaie libre par an, donc si on décompte, si on était à la 6e, c'est 3 ans plus tôt, donc en 2013, donc publication de la théorie relative de la monnaie en 2010, et puis démarrage des premières réunions en 2013. D'accord, d'accord. Alors, bon, alors moi, j'aimerais comprendre comment déjà on crée un compte monnaie libre, comment ça se passe, parce que je connais pas du tout le principe. Alors en fait, ce qui est assez extraordinaire sur ce projet, c'est qu'il est porté essentiellement par des bénévoles et Stéphane Laborde a réussi à réunir et motiver toute une communauté d'informaticiens en premier lieu et maintenant de beaucoup de bénévoles qui diffusent la monnaie libre, notamment enfin, sur le territoire français et belge qui étaient présents au départ, mais aujourd'hui dans d'autres pays comme l'Australie, l'Espagne. Je ne vais pas dire un autre pays pour la Réunion parce que c'est chez nous, mais ça se développe aussi en Réunion. Voilà, donc c'est en train de prendre de l'ampleur. Et ce matin, j'ai regardé le chiffre, nous sommes 4121. Voilà, et ça se répand tranquillement, mais sûrement. D'accord. Et alors, vous parliez d'informatique et peut-être qu'il y en a qui connaissent pas et je me souviens dans notre conversation, on avait parlé des blockchains puisque la monnaie libre, sur ce qu'elle fait, en tout cas, c'est sur un blockchain d'abord. Alors, après la crise subprime en 2008, donc le Bitcoin a commencé à circuler en 2009, juste avant l'édition de la théorie relative de la monnaie. Et surtout, le Bitcoin, ce qu'il a permis, c'est qu'il a sorti la technologie de la blockchain. Donc la blockchain, c'est de l'information qui circule sur Internet sous une certaine façon. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais surtout ça permet de faire circuler de l'information sans le contrôle des États et sans le contrôle des banques. Donc ça a permis de faire circuler cette première monnaie Bitcoin. Et aux dernières nouvelles, là aujourd'hui, on est donc en début 2022, on est à plus de 3000 crypto-monnaies qui circulent sur les blockchains. Donc ça a pris beaucoup d'ampleur et la Banque Centrale Européenne est en train de travailler réellement sur un projet pour faire circuler l'euro sur une blockchain. D'accord, d'accord. Et ça consomme beaucoup d'énergie, une blockchain? Alors la blockchain du Bitcoin consomme énormément d'énergie, mais c'est pour des problèmes de preuve de concept. Donc pareil, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. Par contre, la technologie les serveurs qui tournent pour faire circuler la June, la première monnaie libre, là c'est pas gourmand du tout. Ça tient sur un Raspberry, donc c'est quelque chose, c'est un petit ordinateur qui est un peu plus gros qu'un smartphone. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de puissance. Donc ça a été pensé, je pense, au départ justement pour être vertueux de ce côté-là. Voilà, on va parler après de la monnaie libre, mais effectivement, c'est pas une monnaie de la concurrence. Et en fait, dans le problème du Bitcoin, c'est qu'il y a une concurrence déjà dans ce qu'on appelle les mineurs. Et voilà, et donc on va dire que c'est le système dans lequel on est, c'est un système de la concurrence, et on essaye de sortir de ça, d'être plus dans l'égalité. D'être plus dans l'égalité. Alors du coup, c'est quoi la monnaie libre? Alors la monnaie libre, donc c'est créer la monnaie entre citoyens. Donc à partir du moment où on participe de la monnaie libre, on ouvre un compte et du simple fait d'ouvrir un compte et de participer, on reçoit chaque jour un dividende universel sur son compte. Donc c'est de la création monétaire qui arrive. Et cette monnaie, surtout,
elle croît régulièrement et elle croît chaque année de 10%, multiplié par la masse qui existait déjà, divisé par le nombre d'utilisateurs. Donc ça permet d'avoir une égalité dans le temps sur tous les coparticipants à la création monétaire. Et donc, ces participants, comment moi je peux ouvrir un compte Money Libre? Tout le monde peut ouvrir un compte. Les logiciels sont. Alors, tous les logiciels sont les logiciels libres, puisqu'on parle de monnaie libre. Donc, c'est intéressant de s'appuyer sur les mêmes concepts pour les logiciels. Ils sont téléchargeables sur le site cesium.app. Et donc, on l'installe sur un PC, sur une tablette, sur un smartphone. Et puis, on ouvre son compte. Donc, il est plutôt recommandé d'ouvrir son compte en se faisant aider par des personnes qui sont déjà dans le système, parce qu'il y a quand même quelques concepts à connaître sur l'ouverture, notamment pour éviter le piratage des comptes, sur les clés, les longueurs de clés. Mais une fois que votre compte est ouvert, et du coup, une fois que vous avez été certifié pour rentrer dans la toile de confiance, eh bien, vous pouvez toucher le dividende universel. Alors, j'ai introduit un nouveau mot, la toile de confiance. Donc, en fait... J'allais justement te dire, moi, j'étais parti à me dire, je vais sur mon ordi et j'ouvre le compte. Mais il y a une toile de confiance. Alors, tout le monde peut ouvrir un compte voilà, ça s'appelle un compte portefeuille, donc un wallet en anglais. Et si on veut recevoir le DU sur ce compte-là, il faut être certifié par 5 personnes. Et donc, en fait, c'est une sorte de parrainage. Et pourquoi il y a cette condition? Parce que les fondateurs ont décidé que la monnaie ne serait portée ni par une association, ni par une société commerciale. Donc, c'est vraiment l'ensemble des créateurs de monnaie, donc l'ensemble des gens qui font entrer les nouveaux. Et donc, il y a une confiance qui s'instaure. Et chacun est co-responsable de l'entrée des nouveaux. Ça, c'est important. Donc, il n'y a pas de hiérarchie dans cette structure. Par contre, on essaye de veiller à ce que les nouveaux respectent les règles des anciens. D'accord. Donc, ça veut dire il faut que les gens se connaissent pour ouvrir ce compte. Voilà. Qu'il y ait un visu, que ça ne soit pas juste quelqu'un derrière un écran. Il faut venir, je ne sais pas, à une réunion. Comment ça se passe? Alors nous, quand je dis nous, donc les Dromois et les Ardéchois, nous on recommande que ça se fasse dans ce qu'on appelle un groupe local. Donc c'est des gens qui agissent sur un territoire et c'est bien d'aller, quand on est sur ce territoire, d'aller voir le groupe local qui existe et qui agit sur ce territoire-là pour se faire certifier dans ce cadre-là, puisque même si on ne se connaît pas tout à fait, on peut se faire connaître et bien évidemment on se retrouve sur le marché ou dans d'autres associations ou dans d'autres activités, donc la connaissance se fait. Comment on les trouve, ces groupes locaux? Sur les sites internet, donc là alors on est dans le monde informatique, donc tout se fait grâce à internet. Effectivement, on nous pose la question s'il n'y avait pas d'informatique, s'il n'y avait pas d'informatique, on ne paierait pas en euros non plus. Mais effectivement, tout est basé sur Internet. Et il faut savoir que là, récemment, on a commencé à émettre des billets, donc plutôt des coupons de vie, qui ont été mis en place par le groupe local de Saint-Agrève en Ardèche. Et c'est en train de se diffuser, donc déjà en Drôme-Ardèche, Gare, et sûrement c'est en train de se diffuser dans d'autres endroits de France. D'accord. Donc des billets qui seront la monnaie libre. Tout à fait. Donc si j'ai bien compris, on est donc créateur d'une part de la monnaie en ligne. Et ensuite, du coup, comment les gens ils échangent, ils achètent. C'est comme le Bitcoin ou comme la monnaie locale. Comment ça se passe? Alors le Bitcoin, c'est plutôt spéculatif en fait, puisque les gens l'achètent et c'est fait pour la revendre. Là, nous, on cherche vraiment, c'est une monnaie pour l'échange, vraiment pour le commerce. Donc c'est une monnaie vu qu'elle sa valeur, donc comme on reçoit un DU chaque jour et que sa valeur, la contrepartie en June, puisque la monnaie libre c'est la June, sa contrepartie augmente de 10% tous les ans. Donc ça a une sorte d'érosion. C'est-à-dire que si vous gardez de l'argent, enfin de la monnaie en June que vous auriez sur votre compte au bout de 4 ans, vu que la nouvelle a été multipliée 4 fois par 10%, bien vous avez perdu 40% sur la monnaie que vous auriez gardée il y a 4 ans. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, ça veut dire qu'au bout de 4 ans, on a oublié, il faut les échanger
avant ces 4 années. Voilà, bah c'est pas fait pour spéculer cette monnaie. Ça sert à rien de la garder sur son compte. C'est vraiment une monnaie d'échange. Donc, au Voilà. bout de 4 ans, on revient à zéro. Non, on revient pas à zéro, mais dans le temps, après, il faut travailler sur des courbes. Mais on va dire qu'au bout de 40 ans, par exemple, eh bien, la monnaie que vous avez reçue il y a 40 ans, elle vaut un quarantième de ce que ça vaut aujourd'hui. Donc, ça vaut plus grand-chose. Donc, c'est vraiment pas la monnaie qui est faite pour la spéculation. Donc là, on est sur une monnaie qui cherche l'égalité. Donc, voilà, faites des échanges avec, mais surtout, l'utilisez pas pour faire de la spéculation, ce qu'on voit avec l'euro ou avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin. D'accord. Et la différence avec la monnaie locale? Alors, du coup, on va parler de la monnaie dette. Donc là, je suis dans le cadre d'une présentation, on commence par dire quel est le problème. Donc la monnaie dette, aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait des crédits qui soient faits en permanence pour qu'on puisse rembourser la monnaie qui a été créée auparavant. Donc c'est ce qu'on appelle la monnaie dette. Et en plus, il faut rembourser les intérêts. Donc, ce qui fait que si on cherchait à rembourser tous les intérêts à un instant T sur la planète, il n'y aurait pas assez de monnaie en circulation pour rembourser tous les prêts en cours. Et donc, et surtout pas les intérêts. Donc ça, c'est un vrai problème. Il faudrait prendre plus de temps pour en parler. Avec la monnaie dette. Voilà, parler de la monnaie dette. Aujourd'hui, il y a la dette des États en plus qui s'est ajoutée, et donc nous, on sait pertinemment qu'elle ne sera jamais remboursable, cette monnaie des États. Il y a des gens qui parlent du Great Reset, parce qu'à un moment donné, ils savent qu'on va dans le mur et qu'il faudra remettre les comptes à zéro. Et là, on est sur un autre type de monnaie. Donc nous, on n'est pas en concurrence avec la monnaie dette, mais ça pourrait être une solution. Donc on l'introduit parallèlement, tranquillement. Au bout de 4 ans, on est 4000. Vous voyez, c'est une progression qui est faible, mais qui va aller de plus en plus grande, de plus en plus forte, parce que plus la base va s'élargir, plus la croissance va être rapide. Voilà. Et on fait nos armes, on teste nos logiciels. Là, ils sont en cours de reprogrammation, les premiers, puisqu'on améliore, comme tout système, il faut s'améliorer. Dans l'intégration des utilisateurs, également, on s'améliore, on se structure. Donc, je parlais des groupes locaux. Donc ça, c'est assez récent dans l'organisation de la monnaie libre. Et donc, voilà, et petit à petit, et on va améliorer les échanges. Donc là, pour les échanges, on est au début à 4000, on ne fait pas beaucoup d'échanges. On fait des échanges surtout sur Internet, avec des sites qui ressemblent un peu au Bon Coin, mais qui s'appellent J'échange, J'ai un bien. Et donc, on peut faire des échanges avec d'autres. Et on commence à avoir des commerçants qui acceptent la monnaie. Donc, c'est encore à l'état embryonnaire, mais c'est en cours de faisabilité. Voilà. Et donc, on accompagne les commerçants pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent enregistrer leurs écritures comptablement, qu'ils comprennent la fiscalité sur les actifs numériques, et puis qu'ils puissent, eh bien, effectivement, accepter la monnaie, quoi. Oui. Comme c'est une blockchain, je reviens sur tout à l'heure, mais les blockchains sont imposables fiscalement, je crois. Ça n'a rien à voir avec la blockchain, hein. La blockchain, c'est un... Enfin, vous utilisez vous utilisez ça, ce mode de processus. Est-ce qu'il y a un impôt, s'il y a un impôt dessus, est-ce que c'est ça qui est... Alors, il faut séparer. Alors, la blockchain, c'est un processus informatique, un processus électronique, et donc c'est lié à Internet, et donc la blockchain circule sur Internet. Donc c'est juste un support. Par contre, en France, et seulement en France, depuis 2019, dans la loi Pacte, l'État a légiféré et a défini toute monnaie électronique qui n'est pas garantie par l'État comme étant un actif numérique. Donc à mettre en parallèle avec un actif financier. Et donc tous les actifs numériques sont vus comme des actifs financiers, comme des outils de spéculation. Et donc ceux qui achètent et qui revendent des actifs numériques sont soumis à l'impôt sur les plus-values, donc qui est de 30% pour les particuliers. Donc c'est un peu bizarre pour la June qui rentre dans ce processus-là d'être imposée puisque c'est une monnaie d'échange, mais on suppose qu'on va pouvoir négocier à terme pour que la June sorte de ce processus-là. Et de toute façon, on a une solution d'équivalence qui nous permet de neutraliser l'impôt, mais je pense pas que ce soit le sujet maintenant. On en parlera ultérieurement, quoi. D'accord. Mais ça veut dire quand même que si un commerçant veut ouvrir un compte, il faut qu'il sache qu'il peut être imposable là-dessus.
On parle du choix éclairé, effectivement. Alors, il y a eu au tout début, comme on a parlé de monnaie libre, il y a des gens dans les premiers adhérents au principe qui ont pensé qu'on échappait à l'impôt, qu'on échappait à tout. Pas du tout. Un commerçant doit déclarer ses échanges. Après, il est libre de pas les déclarer, mais il verra pour les conséquences par la suite. Mais nous, on est dans les règles, et donc on leur explique comment ils passent leurs écritures comptables et comment ils font leurs déclarations. D'accord. Donc, on a vu un petit peu que bah, du coup, les utilisateurs pouvaient faire des échanges à partir du moment où ils ont ouvert un compte Tout à fait. et qu'ils ont été certifiés donc par un groupe local. Alors, quand on est certifié, on reçoit le dividende universel, on est co-créateur de monnaie, mais on peut commencer à faire des échanges sans avoir le dividende universel. Donc, on ouvre un compte portefeuille et puis on peut vendre des objets et accepter la monnaie jaune comme échange, comme règlement, et puis faire d'autres échanges. Et donc, tu as dit que en fait, maintenant, les gens pouvaient échanger avec des billets, c'est ça? Tu en as apporté des billets, non? Oui, j'en ai là, mais il faut que ils sont dans la voiture. Donc On pourra les montrer à l'écran. Oui, ce sera bien de les faire un petit montage, ouais. Alors, on devrait dire coupon d'échange, hein. Excuse-moi, Véronique, coupon d'échange. D'accord. Et donc, on peut tout vendre, on peut tout acheter, on peut échanger une maison d'un pays à un autre, faire de la location. On peut tout faire. Absolument, c'est une monnaie d'échange, hein, donc il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on recommande, comme c'est une monnaie qui démarre, on recommande aux commerçants de ne pas accepter l'ensemble de la transaction en jaune, mais plutôt de faire un pourcentage en jaune et un gros pourcentage en euros pour les professionnels, parce qu'ils ont des taxes à payer en euros, ils ont un loyer à payer en euros. Donc pour l'instant, comme elle démarre, voilà, ils prennent une petite partie. Donc à Saint-Agrève, par exemple, il y a plusieurs commerçants qui acceptent, qui prennent 30% de jaune et 70% en euros pour payer leurs charges. Et par contre, entre particuliers, il y a des échanges qui se font aussi, comme sur le Bon Coin, avec des objets qui ont déjà été achetés dans le commerce et qui sont vendus entièrement en jaune. Donc je peux citer, alors on cite toujours les échanges les plus remarquables, mais en Ardèche, je sais qu'il y a une caravane qui a été échangée en jaune. Je sais que dans le sud, il y a 2 ans, il y a une voiture qui a été échangée complètement en jaune. Il y a des hébergements qui sont échangés entièrement en jaune. Voilà, donc il y a quand même une activité d'échange qui se fait, et de l'informatique pas mal. Et donc dans les services, il y a beaucoup de services qui sont faits en jaune. Voilà, donc bon, faut aller sur les sites internet puis voir comment ça se passe. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter sur la monnaie libre pour conclure cet entretien ensemble? Non, bah c'est surtout que voilà, c'est un projet qui est en cours. C'est vécu comme une expérience pour l'instant, puisque ça n'a jamais été fait, et donc on avance tranquillement. Donc c'est court la présentation bien sûr, et donc faut la faire dans un certain ordre, et donc faut que les gens aillent assister à des conférences. Il y en a un peu partout en France maintenant, il y en a de plus en plus. D'accord. Bon, aujourd'hui, en plus, tu vas peut-être nous quitter tout à l'heure, mais justement, tu vas faire une réunion sur la monnaie libre, c'est ça? Voilà, je vais à Aubenas faire une conférence. Il y en a déjà eu d'autres. Il y a un groupe local, et donc on réactive régulièrement pour informer de plus en plus la population. Nous, on considère qu'on fait de l'éducation populaire pour parler de ce problème de monnaie dette. C'est par le biais de l'AMLET, c'est ça? Et on fait, alors donc Emlet, c'est un collectif de groupes locaux qui s'est installé, donc qui est dans le Drôme, Ardèche, Gare, et qui est en train de s'étendre. Et donc il y a une réunion et on se coordonne pour amplifier et puis pour rendre service aux gens qui arrivent et qui veulent installer la monnaie libre sur leur territoire. D'accord. Donc, on peut retrouver toutes ces informations sur Internet. On tape la monnaie libre, c'est ça? Monnaie libre, donc le principal c'est monnailibre.fr, donc il y a un forum monnailibre.fr qui est hyper connu où il y a beaucoup d'informations. En ce qui concerne la coordination des groupes locaux dans notre secteur, c'est mlet.fr, et donc là pour tous ceux qui veulent monter un groupe local, ils nous contactent et on est à même de les aider. On le rajoutera, on le titrera dans l'émission. Très bien.
Eh ben, écoute, merci en tout cas d'être venu nous rendre visite et de nous parler de cette monnaie libre qui est la Jules. Et du coup, je vais revenir un petit peu vers toi, Cyril, euh, puisque, euh, puisque du coup, vous allez intégrer cette monnaie libre, si j'ai bien compris, dans votre projet. Alors, peux-tu m'expliquer le pourquoi de ce choix? Justement, c'est un peu l'aboutissement, on va dire, de toutes nos expériences démocratiques. Moi, personnellement, j'ai été dans un parti politique et donc il y a eu, donc j'ai quitté parti politique. C'était en 2015, juste avant de créer les Affranchis, à cause de problèmes de financement de campagne. Donc déjà, ça me posait question, comment est-ce qu'on ne peut pas faire des projets en commun à cause du fric. Et donc petit à petit, au fur et à mesure des expériences, après on a fait la campagne présidentielle de Super Châtaigne, etc. Et on a assez vite compris qu'il y avait un lien direct entre l'argent et la politique, et notamment à travers le capitalisme. Et que les élections aujourd'hui sont ni plus ni moins qu'une étape du capitalisme à chaque fois, et que ceux qui arrivent au pouvoir, c'est ceux qui ont les meilleurs financements de campagne, et donc après, quand ils rendent des comptes qui sont élus, bah, ils rendent des comptes à ceux qui les ont financés. Et nous, ça, c'est un vrai problème par rapport à la démocratie, et c'est pour ça qu'en fait, arrivé donc avec Ardèche Terre de Délivrance, où on a subi les mêmes problématiques. Hein, moi, j'ai personnellement rencontré toutes les listes de gauche, parce que j'étais à gauche, donc d'Obona, qui ont refusé de faire un projet commun ou de faire un partenariat avec nous, à cause de ça. Donc du coup, quand est arrivé le Covid, en fait, c'est tombé à la période où on a essuyé un petit échec avec Ardèche Terre de Délivrance. Donc on s'est focalisé sur cette question-là. C'est-à-dire, comment on fait pour être autonome réellement, et ben, comment on fait si on a un financement autonome. Donc comment on fait pour créer un projet autonome si on a une autonomie financière. Et donc, moi j'ai rencontré Philippe Lefebvre, donc c'était au Vigan en 2019, qui m'a fait connaître Philippe Ledigou. On avait déjà entamé en 2019 un travail sur la question des monnaies territoriales, c'est-à-dire d'avoir des territoires qui puissent être autonomes en partie financièrement, parce qu'ils s'appuient sur une monnaie autonome, donc qui est la monnaie libre. Et donc Philippe Lefebvre m'avait parlé de la monnaie libre. Donc on a et bon, sans avoir moi je suis pas du tout économiste, mais j'ai assez vite compris que c'était le bon support pour démarrer un projet d'autonomie. Et donc on a fait le choix assez rapidement, donc là ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, de développer un projet qui prenait compte de tout ce qu'on avait vu avant sur la question démocratique. Donc on en parlera tout à l'heure avec l'adocratie, donc qui comprend la sociocratie. Donc de manière à ce que structurellement on empêche la prise de pouvoir, et structurellement, en s'appuyant sur la monnaie libre, on empêche le pouvoir de se faire du fric. Et donc on a monté ce projet qui s'appelle la monnaie territoriale, et un cahier des charges. Donc avant que Philippe explique le cahier des charges, donc je vais dire qu'il y a un petit correctif à ajouter. On a mis le cahier des charges en ligne et on l'a envoyé à différentes personnes, à des journalistes. Et il y a une petite erreur, donc je vais corriger. Donc sur la deuxième partie du cahier des charges, sur le site internet, donc c'est écrit, enfin sur le cahier des charges, que le référentiel d'unité de valeur monétaire est de 1 dividende universel de monnaie libre pour 100 unités de monnaie territoriale. Et en fait, il faut lire le référentiel d'unité de valeur monétaire est une june, comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe Ledigou, égale 10 unités de monnaie territoriale. Voilà. Et donc voilà. Donc nous, notre projet, c'est ça, c'est de récupérer la monnaie libre. On est sûr structurellement que ça va filtrer toutes les personnes qui veulent faire du fric, qui sont souvent liées au pouvoir d'ailleurs, et la sociocratie. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu as un compte monnaie libre? Ah oui, j'ai un compte monnaie libre, ouais. Je suis en train de me faire recertifier parce que ça fait 2 ans que je l'ai ouvert. Donc voilà. Et c'est vrai que nous, la façon dont on a conçu notre projet, mais Philippe l'expliquera un peu mieux, c'est qu'à partir du moment où on fonctionne en territoire, on facilite le lien social authentique. Donc ce qui travaille en fait avec la monnaie libre, faire des groupes locaux. Et du coup, on pense que voilà, oui, ça peut faciliter la création d'ouverture de compte. Ouais. Et ça, et après la certification derrière, parce que c'est renouvelé, hein, si j'ai bien compris, systématiquement au bout de quelques temps. Voilà, c'est ça. Nous, on pense que s'il y a un moyen politique de se faire rencontrer les gens parce qu'il y a un projet,
Donc les gens vont se rencontrer. Et la toile de confiance, enfin la confiance sera plus facile à certifier des gens dans la mesure où c'est des voisins, quoi. Voilà, c'est ça. On sait qui est qui, etc. Donc, du coup, on va accueillir Philippe sur un deuxième Philippe, voilà, sur la monnaie territoriale. Donc, on va aborder la création d'une monnaie territoriale, donc adossée à la June. Tout à fait. Qu'on soit bien clair. Donc, du coup, comment va-t-elle fonctionner, cette monnaie territoriale? Bon, déjà, la monnaie territoriale, on l'a appelée territoriale pour ne pas confondre avec la monnaie locale qui est adossée à une autre monnaie nationale. Et pour pas confondre, en fait. Mais c'est une monnaie, en fait, qui est matérialisée. C'est-à-dire qu'on la matérialise sur des supports, comme des billets, des pièces. Ça, c'est à chacun des groupes locaux de choisir son support. Et donc, à partir de là, c'est aussi un moyen d'échange palpable entre individus. Et donc, ça équivaut à sociabiliser les gens entre eux, de pouvoir et de confiance, en fait, d'échanger des billets de main à main. Voilà, c'est ce principe-là pour la monnaie territoriale. Ça veut dire que sur chaque territoire, il peut y avoir donc des monnaies différentes. Comme tu disais, des pièces. Bon, alors des pièces, je suppose que ça peut être des pièces en bois, parce que là, c'est ou en céramique, on pourrait inventer des choses comme ça. Donc, il y a toute une créativité qui peut être diverse et variée sur chaque territoire. Voilà, ça, c'est vraiment fait démocratiquement par chaque groupe d'habitants de ce territoire. C'est les habitants qui choisissent. C'est les habitants qui choisissent en fait leur support. Et donc c'est aussi une monnaie qui a une valeur d'échange, d'accord. Sur chaque billet ou chaque pièce, il va y avoir une valeur indiquée et qui va faire en fait la différenciation entre les valeurs des ressources, en fait. Des ressources, en fait. Alors, c'est ce que expliquait tout à l'heure Cyril, c'est que, en fait, pour l'adosser, vous avez pris, je crois, c'est ça, hein, du 1 pour 1 DU, une dividende pour 10. C'est ça? Ouais, c'est une june de monnaie libre est égale à 10 unités, c'est-à-dire est égale à 10 monnaies territoriales. C'est ça. C'est ça. Et pourquoi ça, en fait? Pourquoi ces unités-là? Bon, le DU, alors, à son origine, a été prévu, en fait, de donner une valeur monétaire, unitaire monétaire, de 1 DU égale 10 junes, donc par jour. Et donc, ça fait 300 junes par mois. Que chaque juniste touche effectivement sur leur compte. Voilà, et ça s'appelle donc le DU, ça s'appelle le dividende universel. Et donc c'était pas adapté à notre projet de monnaie territoriale, parce que nous on est parti sur une base de pouvoir se lier avec le revenu universel. Plutôt que parce que 300 junes pour nous, avec tous les échanges qui se font pour pouvoir vivre, on a donc décidé effectivement que ce n'était pas adapté. La monnaie libre en tant que telle, dans son origine, n'était pas adaptée. Elle était trop faible. Elle était trop faible au projet, ouais. Elle était trop faible. C'est-à-dire que vous avez pensé revenu universel et que chacun, en fait, pourrait, du coup, puisque c'est 10, donc tout ferait multiplié par 10, ça fait du 3000. Voilà, c'est ça. Et ce qui pourrait en fait bénéficier en fait dans la pyramide de Maslow, les premiers besoins physiologiques de l'individu, et pouvoir, par exemple, l'alimentation, le logement, la santé, de pouvoir être utilisés à part entière. Enfin, voilà. Il y aurait assez de quantité de nourriture. Et donc échanger sur les territoires. Voilà, échanger sur les territoires, tout à fait. D'accord. Ce que Philippe explique, en fait, c'est que la question d'un revenu universel, ou le revenu de base, ce qu'on disait, c'est que ça permet de vivre. Et après, il y a autre chose. Après, il y a des échanges. Si on veut aller au théâtre, aller au ciné, c'est du plus. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est que la question de la correspondance entre
le revenu universel ou le DU, pour nous, le DU n'était pas suffisant pour assurer l'alimentation, le loyer et la santé. Et c'est pour ça qu'on a multiplié par 10, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on a parlé là tout à l'heure du cahier des charges que j'ai là sous les yeux. Donc, quelles sont les grandes lignes du cahier des charges? Et puis, peut-être avant de te poser cette question, je voulais savoir quel avantage y a-t-il par rapport à la monnaie territoriale et à la June? On a parlé du June tout à l'heure. Ça va être quoi l'avantage entre la June, c'est-à-dire on peut échanger en June, mais on peut aussi échanger en monnaie territoriale. C'est quoi l'avantage entre les deux? Parce que la June, elle circule un peu partout, parce qu'on a au Danemark, etc. Et ça va être quoi l'avantage? Bah, ça donne en fait les échanges en fait plus restreints, plus humains. Ça donne la June opérationnelle en fait. Parce que la June c'est général, mais sur un territoire, ça va permettre à ce que s'échange plus serré, plus intime en fait. Donc de resserrer les cercles d'échange, c'est ça? Voilà, c'est ça, de resserrer les cercles d'échange. Voilà, c'est principalement ça, et surtout lier la toile de confiance dans des petits noyaux de territoire. Et voilà, donc ça la rend opérationnelle en fait par rapport au bien commun, c'est-à-dire qu'en fait ce qui va être défini démocratiquement par les habitants sur le bien commun, et donc ils vont définir ensemble le bien commun, tout ce qu'ils doivent en fait acheter en commun, donc pour leur vie de vivre ensemble en fait. D'accord. Et puis notamment, si moi j'ai un compte June donc depuis 2 ans, hein, mais c'est compliqué à échanger, il faut se déplacer, il faut pas mal bouger. Et nous on pense que l'organisation, en fait nous on amène un projet d'organisation et qui s'appuie sur la monnaie libre. Et on pense que notre projet d'organisation va permettre de dynamiser la monnaie libre. Parce que il y aura des dynamiques locales, donc les gens vont se retrouver, ça va créer des économies locales, et donc ça peut aider le développement de la monnaie libre. D'accord. Et du coup, comment vous allez décider du territoire? Comment vous allez ce territoire voilà, Oui, mais ça, c'est effectivement une partie justement dû au territoire, c'est-à-dire à la culture du territoire, à l'histoire du territoire, en fait, et surtout au bassin de vie. C'est-à-dire que c'est des groupes d'individus qui vont décider de leur territoire par rapport à leur culture, par rapport à leur c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ça va se faire naturellement pour éviter effectivement qu'il y ait aussi de trop grands trajets pour développer l'économie locale. Un autre, oui. Voilà, c'est ça. Donc on commence à toucher aussi à l'écologie en fait, en étant dans la résilience et dans le commerce de proximité. Et donc de faire circuler ça sur des territoires bien différents. Là, par exemple, pour la Galine, qui va être une des premières monnaies territoriales qui sera lancée, qui sera sur mon territoire. Donc le territoire, en fait, je l'ai décidé avec des copains qui étaient au collège avec moi. Et il se trouve que le bassin de vie autour de Pont-Saint-Esprit, qui est assez dynamique, c'est le bassin de la carte Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Pont-Saint-Esprit dans le Gard. Il se trouve que c'est le bassin de vie du collège. C'est-à-dire toutes les communes où les gens mettent leurs enfants au collège, ça correspond à un bassin de vie. Et donc ça a été la limite du territoire choisi pour là-bas. D'accord. Mais chacun est souverain pour définir, chaque groupe territorial sera souverain pour définir de son propre territoire. Propre territoire. D'accord, d'accord. Tout à fait. Donc, par rapport à la monnaie locale, comment vous allez vous définir? Parce qu'il y a aussi des monnaies locales qui circulent sur les territoires. Oui, tout à fait. Donc la monnaie locale, effectivement, elle a aussi ses avantages, c'est qu'effectivement, c'est pour faire développer l'économie locale, en fait. C'est le seul avantage qu'elle a. Tout le restant, effectivement, elle est adossée à l'euro.
Donc, quand il faut avoir une monnaie locale, il faut dépenser des euros. Donc, pour l'utilisateur, ça donne aucun avantage de pouvoir d'achat, puisque c'est adossé à l'euro. Donc, s'il n'y a pas d'euro, il n'y a pas de monnaie locale. D'accord, d'accord. Et donc, dans le cahier des charges, j'ai vu qu'il y avait plein de choses définies. Entre autres, donc, ils doivent avoir un compte June, c'est-à-dire pour utiliser cette monnaie territoriale, un compte June, et ils doivent être conforme, c'est ça, au cahier des charges qui est énoncé. Alors, tu peux me citer au moins les grands axes de ce cahier des charges. Oui, bien sûr. Le cahier des charges est fait pour expliquer comment les cercles territoriaux vont se former. Ils vont se former. Voilà. Comment ? C'est-à-dire, voilà. Donc, le cahier des charges l'explique. Comment utiliser effectivement, comment ils vont créer, suivant le cahier des charges, leur monnaie, puisque là c'est créé démocratiquement, c'est-à-dire chaque territoire va déterminer son support, par exemple si c'est des pièces ou des billets ou des choses comme ça. Donc ils se rassemblent et... Voilà, ils se rassemblent, c'est ça, et c'est là où l'adocratie intervient. Pour pouvoir gérer tout ça, c'est-à-dire c'est vraiment tout le monde qui décide de comment, comme des biens communs, par exemple des biens communs qui vont mettre ensemble, et chaque territoire va déterminer ses biens communs. Donc systématiquement il y a l'adocratie qui vient s'insérer, qui respecte ça. Ils doivent ouvrir un compte monnaie libre. Et donc après, comment après vous allez certifier, en tout cas les certifier, puisque je vois qu'il y a un logo. Donc comment du coup ils vont être certifiés, ils vont avoir le droit de faire circuler cette monnaie territoriale. Une fois qu'ils ont rempli en tout cas tout ça. Oui, je vois qu'il y a plein de choses. Je vais pas tout citer. Ouais, mais disons, voilà, ça va expliquer aussi. Pardon, excuse-moi. J'ai pas l'habitude. Donc ça va expliquer comment le cercle territorial doit fonctionner, comment il crée sa monnaie territoriale, puis pour qu'elle puisse être certifiée par les affranchis. Voilà, donc c'est les affranchis qui vont certifier la monnaie territoriale, c'est ça, et c'est là qu'ils vont pouvoir en fait mettre en place leur monnaie territoriale et se servir de ce logo, c'est ça. C'est le logo qui certifie. Non, c'est une signature. Donc c'est la signature d'un contrat de concession, en fait. Qui va permettre, donc une fois que nous on a vérifié effectivement si les monnaies créées sont dans les normes, enfin dans la charte effectivement du cahier des charges. Voilà. Et à partir de là, quand les affranchis ont validé, cette monnaie peut se mettre en circulation et ils peuvent obtenir effectivement le logo qui garantit en fait qui garantit comme le label AB en fait qui existe pour les produits bio. C'est une labellisation en fait où les gens vont pouvoir reconnaître en fait que la monnaie territoriale utilisée est bien rempli tous ces critères. Et respecter le cahier des charges. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, en fait, ce qu'expliquait Philippe, c'est que le logo, il a une double fonction. Il a une fonction légale, parce qu'il a été déposé à l'INPI, le logo. Donc c'est un moyen de sécuriser le process. Il est lié au cahier des charges. Et en même temps, c'est comme il expliquait, c'est de la traçabilité. C'est-à-dire que toi, tu débarques, je sais pas, tu vas dans le sud-ouest et c'est créé une monnaie territoriale. Tu vois des billets, tu vois le logo, tu sais quel cahier des charges. Et donc, tu sais que ça sera une monnaie qui sera égalitaire, comme celle la Galine ou comme le Cycle, ou voilà. C'est vraiment un moyen visuel. C'est vraiment un moyen visuel pour en tout cas se reconnaître
entre personnes qui utilisent la monnaie territoriale. Ils savent que ça, il y a eu un process. Voilà. Et le process, c'est justement Il y a le process. pour remplir le cahier des charges. Voilà. Et dans le cahier des charges, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on a voulu, c'est qu'il y ait des communs. Donc, il y a une part d'autonomie sur chaque territoire, mais dans le cahier des charges, il est indiqué que l'association ou le collectif qui va porter la création de cette monnaie territoriale aura dans son objet social une part commune que l'autre association qui va créer, voilà, on aura dans chacun, tous les collectifs auront dans notre objet social des parts communes. Et c'est ce qui garantit, donc c'est notamment la vision, mission des affranchis, c'est ce qui garantit qu'on est tous sur un même projet en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Plus, donc une part commune, plus une part autonome qu'ils auront décidé eux. D'accord, d'accord. Oui, j'ai vu, c'est la vision, la raison d'être et les valeurs. C'est ça. Voilà. Et vous dites d'ailleurs, pas toutes les valeurs, mais au moins 2 valeurs. Voilà, donc du coup, qui va définir ce qui va être échangé, monnayé sur le territoire, le type de produits, des services ou autres, qui le décide, puisque chacun met en place sa monnaie territoriale. Je ne sais pas qui veut répondre, Cyril, peut-être. Non. C'est le groupe de citoyens qui sont dans le territoire, qui vont décider en fait par rapport à la culture, par rapport aux spécificités du territoire, s'ils ont des produits locaux, de pouvoir les mettre en valeur et pouvoir les échanger et échanger entre territoires aussi. Donc, on ne va pas trouver les mêmes produits d'un territoire à un autre. C'est-à-dire qu'on Oui. peut avoir un territoire qui fait que du bio, et puis un autre territoire à côté qui va vendre du tout venant parce qu'il a envie de prendre du tout venant. Voilà, c'est leur choix. C'est leur choix démocratique. Voilà, nous, on n'a pas à juger on n'a ça, pas en à fait. juger ça, nous. D'accord. Ouais. D'accord. Eh ben, merci en tout cas à toi de nous avoir expliqué un petit peu ce que c'est que cette monnaie territoriale. Je vais dire au revoir à Philippe qui va repartir sur Aubenas. Voilà, merci Je à te vous. souhaite bonne route et Merci je bien. te remercie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc pour que si j'ai bien compris là tout ce qui est mis en place entre la June et la monnaie territoriale, c'est pour permettre aux gens de rester souverains sur leur territoire. Il faut être utilisateur de la June, hein, on l'a dit, c'est important. Et donc de respecter ce fameux cahier des charges donc pour créer une monnaie territoriale et qui sera donc validée par les affranchis qui remettra ce fameux sésame pour pouvoir circuler avec et permettre ainsi l'agrandissement, on va dire, des échanges. Sachant que le cercle territorial ça fera partie des affranchis. Ils vont adhérer aux affranchis, donc c'est eux qui vont participer aux décisions. D'accord. Et toi, du coup, tu me disais que tu avais créé une monnaie territoriale. Redonne-moi le nom, la Galine. Alors, elle est en cours de création, ça s'appelle la Galine. Donc, cette monnaie, elle va être utilisable sur 13 communes autour de Pont-Saint-Esprit. Voilà, et il se trouve que dans le territoire du fameux collège que je te disais, il y a 2 communes d'Ardèche. Donc ça va être rigolo parce qu'on va mélanger, donc il va y avoir des communes qui sont dans le Gard et dans l'Ardèche, sur ce même territoire. Et voilà, donc on a choisi le nom La Galine en adocratie. Donc en fait, on était avec des amis sur WhatsApp, des amis du collège, et puis il y a un copain qui a proposé La Galine. Et parce que je m'installe en agriculture, que je vais élever des poules. Et parce qu'il y a une copine qui a horreur des poules. Et donc il a dit La Galine, et puis moi j'ai dit est-ce que quelqu'un a une objection ? Et non, personne n'a eu d'objection, donc on a gardé le nom. Voilà. Et donc voilà, et moi je vais commercialiser une partie de ma production agricole en galine plus euro plus galine, tel que le disait tout à l'heure Philippe Ledigou. Donc moi ça sera une monnaie complémentaire. Voilà. D'accord, donc toi tu es en train de créer une ferme qui est dans le Gard. Alors comment vous avez défini justement votre territoire ? Ça m'intéresse parce que. Je te dis, comme on était tous au collège ensemble,
Et on s'est aperçu que c'était une bonne échelle. On peut s'y déplacer quand tu es ado, que tu as des mobs ou des scouts, bah, tu peux assez facilement te déplacer sur un territoire de la taille du territoire du collège. Et donc, nous, c'était la bonne échelle, en fait. On s'est dit, c'est la bonne échelle. C'est pas si on commence à agrandir, après, ça, bon, faut prendre c'est plus polluant, on va dire. Il y a moins de liens sociaux authentiques. Et nous, l'idée, c'était de rester sur une échelle pas trop petite ni trop grande. Et donc, la carte scolaire, quoi. La carte scolaire. Donc, de pouvoir vous déplacer en vélo. Ou... Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que le territoire reste suffisamment diversifié, mais suffisamment petit. Alors, il va d'où à où votre territoire? Bah, le territoire. Pour les citer. Ouais, de mémoire, ça va être compliqué, mais il y a Pont-Saint-Esprit, il y a Saint-Alexandre, Carsan, Saint-Christol-de-Rodière, le Garn, donc il va y avoir il y a Saint-Just d'Ardèche, Saint-Martin d'Ardèche, et puis d'autres petites communes de tête. À peu près combien? 10, 12? 13. 13, d'accord. 13 petites communes. 13 petites communes, ça va faire, on va taper dans les 15 000, entre 15 et 20 000 habitants, quoi. Donc ta ferme va servir un petit peu de laboratoire, en fait, sur cette monnaie territoriale, on peut le dire ainsi. Bah, en fait, le projet de monnaie territoriale, il fait partie de ma ferme. Moi, je ne pouvais pas m'installer. Personnellement, je ne pouvais pas m'installer sans penser à la commercialisation. Et tout le travail qu'on a fait avec les affranchis, avec Ardèche Terre de Délivrance, avec les questions qu'on vit actuellement avec le Covid, hein, c'était de pouvoir, et surtout les questions économiques, parce que derrière le Covid, il y a une vraie question économique avec le système libéral qui fait propager la maladie, avec ces échanges internationaux. Et nous, la question, c'était de comment imaginer, en s'appuyant sur les monnaies territoriales, un mode d'échange pour que je puisse commercialiser mes produits, mais que mon projet étant un projet de vie de famille, il y a mes enfants et mon épouse, et comment pourrait bénéficier de meilleurs prix, de produits de qualité à meilleur prix, les copains de mes enfants, de manière à créer du lien social. Déjà dans ton voilà, déjà dans mon cercle. En fait, c'est ça, c'est que un projet collectif, il ne fonctionne que s'il satisfait chaque projet personnel. Et donc, moi, mon projet personnel, c'était ça, c'était que mes gamins puissent être sociabilisés, enfin que les copains de mes gamins puissent bénéficier de leur projet, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'était pas dissociable. Pour moi, c'était important que sachant que la question économique va être de plus en plus difficile. Donc les gens vont avoir de moins en moins d'argent, ça va être de plus en plus compliqué, hein. Voilà, d'une manière générale. Et donc c'était important pour moi que les copains de mes gamins puissent avoir une alimentation de qualité et, avec un prix qui soit pas très élevé, sachant qu'en plus, comme on est en monnaie complémentaire, on a un curseur, c'est-à-dire que moins il y a d'euros, plus il y aura de galines. On peut bouger le curseur. C'est ce que j'avais expliqué, c'est comme une voiture hybride. Tu as de l'électricité et tu as de l'essence, mais après tu fais varier ton curseur comme tu veux. Et si l'essence est trop cher, tu vas plus vers l'électrique. Et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'on pourra s'adapter, et s'il y a besoin, après on passera tout en galine. D'accord. C'est un beau projet du coup. Oui, moi j'ai des charges fixes en euros, mais comme j'ai quasiment tout autofinancé mon projet, donc j'ai pas de prêt en fait pour l'instant, j'ai pas de prêt à rembourser, donc je peux me permettre. C'est un gros avantage. Voilà, c'est un gros avantage, et je tenais à être autonome sur cette question-là, et donc ça permet de moins répercuter les charges en euros sur les produits vendus. Ouais. C'est ça. Alors du coup, depuis tout à l'heure, on parle de sociocratie. Je ne sais pas si Jacques est avec nous en direct ou pas. Non, pas pour l'instant. Le voilà. Voilà. Bonjour Jacques, tu es avec nous? Bonjour. Bonjour Véronique. Ça va bonjour Philippe. Bonjour. Bonjour Antoine et bonjour à Cyril. Bon bah écoute, Ça va très bien. Je vous ai suivi tapis dans l'ombre derrière ma photo, voilà. Donc j'ai écouté une bonne partie de ce que vous avez déjà échangé là. d'accord. Donc tu as pu te nourrir et t'enrichir toi aussi sur ces conversations en tout cas qu'on a eues. Donc merci en tout cas d'être là, Jacques. Et déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et
et tout de suite après aller sur nous expliquer que c'est quoi la sociocratie. D'accord. Alors, je m'appelle Jacques Fuchs. Moi, j'ai un passé plutôt dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise. Et depuis quelques temps maintenant, j'avais beaucoup travaillé avec des groupes, des équipes, même des organisations d'une certaine taille. Et ça m'a toujours été intéressé par le fait de l'animation de groupes, qu'ils soient petits ou grands, et d'arriver vers un fonctionnement un peu optimal et pour un fonctionnement de groupe pour créer des projets. Et donc ça, et surtout les réussir. Et donc là, il y a quelques années maintenant, je me suis formé. Donc je suis maintenant un facilitateur d'intelligence collective systémique qu'on appelle l'intelligence du collectif. Alors, donc l'idée, c'est de faire fonctionner les collectifs dans des bonnes conditions. Alors, mettre des gens ensemble, c'est toujours plus ou moins facile. Après, les faire travailler ensemble d'une manière efficace et efficiente, c'est souvent une autre paire de manches. Voilà. Donc c'est comme ça que tu es venu après à la sociocratie, c'est ça? Voilà, la sociocratie, alors ça c'est quelque chose qui est une forme de gouvernance les plus avancées. Si on regarde un peu dans l'historique, les premières formes de gouvernance sont des formes très autocratiques, hein. Il y a un chef qui prend les rênes, soit parce qu'il est le plus fort ou parce qu'il est désigné par un certain système de type vérité ultime. On dit c'est lui qui tient la vérité, c'est le chef, et qui décide de manière autocratique. Après, dans l'histoire, on a vu arriver une deuxième génération d'approches de gouvernance. C'est un peu les approches démocratiques, hein, par démocratie représentative. Donc on a dit, OK, on va passer du chef qui décide de tout à des gens où on élit des intermédiaires. Ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, on s'est dit, ben, on veut plus d'intermédiaires, on veut traiter de nous directement, hein, donc ça, c'est des genres de démocratie directe, et on va travailler sur le fait de rechercher du consensus. Or, du consensus à 2 personnes, c'est pas toujours facile. À 3, ça devient vraiment difficile. Et puis, quand on est à 5, 10, 15, 20, 50 personnes, c'est encore de moins en moins évident. Et donc, il y a 2 siècles, en 1850, il y a un philosophe et je crois qu'il était sociologue aussi, qui s'appelle Auguste Comte, qui s'est rendu compte que la démocratie représentative avait des gros défauts, c'est-à-dire qu'on va avoir, il y a une majorité, et dès qu'il y a une majorité, il y a une minorité qui s'oppose, qui va contre. Et donc, en fait, il y a une perte d'énergie qui est extrêmement forte, puisqu'en fait, il y a plus ou moins la moitié, ou entre un tiers et la moitié du groupe, qui met son énergie à combattre, à s'opposer, à mettre des bâtons dans les roues, à glisser la planche, à savonner la planche, comme on dit, pour empêcher que la majorité fasse ce qu'elle décide de faire. Donc c'est quelque chose de pas très efficace. Donc Auguste Comte a trouvé une approche de la sociocratie où en fait on va pas chercher à avoir tout le monde qui soit pour, mais déjà à ce que personne soit contre. Et l'application pratique de ça, en fait, ça a attendu le XXe siècle, dans les années 70, où un entrepreneur hollandais a développé ça dans son entreprise. Et donc, la sociocratie, ça travaille sur 4 piliers. Hein, c'est des principes, c'est pas des règles, justement. C'est qui donne une grande liberté d'adaptation en fonction des gens, des lieux, ainsi de suite. C'est le premier principe, c'est de travailler en cercle, d'accord, avec cette notion de cercle où on a chaque membre du cercle est à égale distance du centre. Hein, donc, il n'y a plus vraiment de chef avec des gens qui décident et d'autres qui suivent, qui obéissent. Donc, fonctionnement en cercle. Le deuxième principe de la sociocratie, c'est qu'on va prendre des décisions par consentement sociocratique. C'est-à-dire qu'on va, s'il y a une décision à prendre, on va entendre les objections que peuvent avoir les membres du cercle. Et dans le mot objection, il y a le mot objectif. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui est objectif, spécifique et mesurable. C'est pas subjectif. C'est-à-dire que j'ai pas envie, ça m'arrange pas ou je suis pas d'accord. C'est pas quelque chose qui est une objection qui puisse être retenue. D'accord ? C'est quelque chose qui est vraiment factuel. Donc, on travaille. Et donc, ces objections sont là pour bonifier la décision. C'est le deuxième pilier, le deuxième principe. Le troisième principe, c'est à partir du moment dans le cercle, on va être amené à avoir des représentants ou des référents
ou des animateurs, et toutes ces personnes-là vont être élues sans candidature. Donc, je voyais Cyril qui parlait de financement des partis et de candidature. Là, c'est pas quelqu'un qui dit moi, je veux être le référent, je veux être l'animateur, je veux être le ceci, cela. C'est en fait tout le monde qui donne son avis et à haute voix. C'est-à-dire qu'on déclare qu'on vote pour une personne et on donne les raisons pour lesquelles on estime que cette personne remplit les conditions pour remplir le rôle qu'on voudra lui donner. D'accord ? Il n'y a pas de vote caché. Ah non, c'est vraiment à haute voix. Donc, ce qui est intéressant, parce que on donne que du positif, d'accord ? Donc, on renforce et donc, en général, ça se fait sur 2 tours, puisque sur un deuxième tour, souvent, on peut hésiter entre 2 personnes et le fait d'avoir entendu les louanges d'autres personnes sur la personne qu'on a mis en deuxième, on va dire, maintenant, finalement, je change mon vote, je vote plus pour Aline, mais je vais voter pour Gérard, par exemple. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas sur Gérard. Voilà, donc ça c'est le 3e pilier. Et le 4e pilier, c'est ce qu'on appelle le double lien. Ça, c'est quand on va retrouver des cercles qui ont des niveaux hiérarchiques différents. C'est-à-dire qu'il y a un premier lien du cercle du supérieur où on va désigner quelqu'un pour participer au cercle inférieur et il a de mêmes droits que les autres. Et il y a également un des membres du cercle inférieur qui va être élu sans candidature pour monter au cercle supérieur et avoir tous les mêmes droits et les mêmes prérogatives et les mêmes devoirs que les gens du cercle du dessus. Voilà. Et donc, du coup, ils peuvent se donner les informations d'un cercle. Absolument. Donc, il y a toujours au moins 2 personnes qui sont dans les deux cercles de niveau. D'accord ? Et c'est une des choses également qui rend les choses extrêmement efficaces et efficientes parce qu'il y a aussi cette circulation d'informations qui se fait dans les 2 sens. D'accord. Voilà. Donc, il y a 4 règles. Tu as expliqué les 4 principes. 4 principes. Excuse-moi. Pas des règles. Parce que les règles, c'est quelque chose d'extrêmement strict. Les principes, c'est quelque chose qui donne beaucoup plus de liberté, de latitude et de créativité. Hein, j'entendais juste avant dans la discussion Philippe et Cyril qui disaient qu'en fait, chaque monnaie territoriale se débrouille en fonction de... et les gens peuvent vendre ce qu'ils ont envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ingérence, il y a vraiment une très grande liberté. Chaque cercle va pouvoir choisir son mode de fonctionnement approprié qui lui convient. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de l'historique un petit peu de la sociocratie et entre autres de la démocratie. Mais du coup, je me posais la question, le socio versus Desmos, en sociocratie, ça donne quoi? L'idée, c'est que en sociocratie, on arrive, et surtout tel qu'on l'applique, il y a une confusion que je crois qu'on dit souvent, le peuple, c'est la somme des individus. Et d'un point de vue justement conceptuel, le peuple, c'est très différent, c'est différent et supérieur à la somme des individus. Par rapport à une décision, je prends un exemple, imaginons que ce soir, nous voulions aller dîner au restaurant, on ne va pas faire un cercle avec tous nos membres et nos organes et faire un débat pour savoir où on va manger. D'accord ? C'est nous, en tant que collectif de cellules et collectif de systèmes corporels et avec notre conscience qui décidons d'aller manger tel type de nourriture ou tel type de nourriture. Et il y a une partie de notre système qu'on appelle le système digestif qui va faire le travail. Donc il y a vraiment, c'est le collectif qui est différent de la somme des individus. Et effectivement, dans les démocraties, qu'elles soient représentatives ou directes, on cherche à collecter des avis individuels. Tu vois ? Alors que là, l'idée, dans le socio, c'est l'entité qui est le vrai peuple. Tu vois ? Est-ce que je suis clair dans ce que j'explique ? De ce que j'essaye de comprendre, c'est-à-dire que le Kratos qui représentait l'autorité, c'est ça, n'a plus d'autorité puisque c'est le socio qui gouverne, c'est ça? C'est lui qui prend les décisions par cette intelligence collective. Oui, c'est le vrai collectif.
Voilà. Donc, D'accord. et pas des sommes d'individus, tu vois, avec chacun qui peut avoir un avis différent. D'accord, d'accord. Alors du coup, puisque le Kratos n'est plus, il a plus autorité, tout le monde est égaux, c'est ça? Comment tu fais pour que dans un cercle, justement, le Kratos ne revienne pas, tu sais, à la charge par un individu et comment tu arrives comme ça à ce que dans un cercle, les Kratos ou ceux qui veulent prendre le pouvoir soient éliminés, quelque part. Enfin, éliminés. Ils sont présents, mais du coup, voilà, ils se remettent bien dans le cercle. Et... Il y a, il y a, il y a, oui, il y a plusieurs approches qui vont être combinées ensemble. Déjà, dans la structure sociocratique, comme les décisions sont collectives et on ne peut mettre que des objections, c'est très difficile à quelqu'un de prendre le pouvoir, comme on connaît, hein, quelqu'un, par exemple, qui peut y avoir, qui est un meneur naturel, qui a une forte personnalité, qui parle haut et fort, hein, un peu dans la croyance que s'il parle haut et fort, il a raison et que ce qu'il dit, c'est vrai, c'est juste et c'est ce qui devrait être. Donc, c'est un comportement plutôt très égocentré. Donc là, de par la structure du mode de gouvernance qui est, on prend une décision par consentement, il peut éventuellement objecter quelque chose, mais sa pouvoir d'objection n'est ni plus ni moins que n'importe qui. Donc déjà, il va être dilué. Deuxième chose, ça va être à l'animateur ou au facilitateur, effectivement, de faire en sorte que cette personne-là ne monopolise pas la parole et que tout le monde puisse parler, d'équilibrer, ce qui est assez classique hein, dans la facilitation, d'équilibrer les temps de parole. Et il y a un troisième point, c'est-à-dire que et c'est là où on va arriver justement sur l'adocratie. Adoc, c'est en latin qui veut dire approprié, et c'est-à-dire que de faire en sorte que les égos individuels, les personnalités, soient un peu mis en veilleuse et au service de la communauté. Et il y a un outil qui fonctionne très très bien, qui a été mis au point il y a maintenant quelques années par une organisation qui s'appelle HeartMath, et que j'aime beaucoup déjà dans la traduction, c'est les maths du cœur. Et cette organisation a mis au point un type de respiration qu'on utilise de plus en plus, même dans des écoles, maintenant on commence à l'utiliser, hein, qu'on appelle une respiration dite de cohérence cardiaque, quelque chose de très très simple. On inspire pendant 5 secondes et on expire pendant 5 secondes. Et on fait ça pendant 4-5 minutes. Et à partir du moment où on applique ce genre de respiration sur le temps collectif, des gens commencent à être très calmes, très détendus. Et un peu comme ce que font les sportifs hein, pour se préparer, ils disent qu'ils se concentrent, mais en fait, ils rentrent dans un très grand niveau de détente. Donc, également au niveau musculaire, il y a cette détente. Et en fait, la décontraction musculaire donne aussi un certain lâcher-prise, même mécanique. Hein. Donc, ça permet de lâcher prise sur ces idéologies, sur ces idées reçues, sur son système de croyances. Et ça permet d'être beaucoup plus fluide dans le mode de fonctionnement, d'avoir des réunions qui sont d'ailleurs beaucoup plus courtes et d'éviter. Ça permet aussi que les gens se sentent en sécurité dans le cercle. Donc, il ne faut pas oublier que notre ego est là pour nous protéger et il va se mettre en route si jamais il estime qu'il y a un danger physique ou psychologique, réel ou supposé. D'accord ? Donc, à partir du moment où on crée cet état où les gens sont relativement détendus, avec une ambiance très apaisée, ça permet d'échanger des choses plutôt que de débattre. Hein, on avait parlé un moment, c'est de faire des échanges. De gérer les émotionnels. C'est ça. Ça va calmer beaucoup l'émotionnel. C'est d'éviter que les émotions montent un peu du côté volcanique, puissent émerger. Hein, l'idée, c'est pas d'émotion du tout, mais que les émotions soient plutôt des ressources et des guides plutôt que les individus entendent puissent retrouver débordés par de la colère ou de l'agressivité pour chercher à démontrer que leur point de vue à eux, c'est le bon et que tout le monde devrait s'aligner sur ce qu'eux pensent. Donc il y a tous ces 3 points de régulation qui font que dans l'évolution de la sociocratie à l'adocratie, déjà, on va éviter que les prises de pouvoir par des individus
Voilà. Est-ce que tu peux redire adocratie, parce que le zoom il a un peu planté quand tu... C'est quoi adoc et adocratie? Ah, donc on a toujours le kratos, le pouvoir, mais avec le mot latin adoc, qui veut dire approprié. Donc l'idée, c'est de faire, de prendre des modes de décision qui fonctionnent, qui sont appropriés au cercle, qui sont appropriés à la situation. Et comme les modes de gouvernance vont être portés par les membres de chaque cercle va pouvoir avoir un fonctionnement identique ou différent. Donc tout ce qui va fonctionner, on va le garder. Et donc en parallèle, on va également utiliser des outils de l'intelligence collective systémique, dont la modélisation des facteurs de succès, où Cyril en a parlé un petit peu avant. Pour un projet, on va chercher à définir des choses qui peuvent nous toucher, nous émouvoir et nous inspirer, parce qu'on va se connecter à quelque chose de plus grand que nous. Là, on va voir quelle est la vision de notre projet, quelle est la raison d'être de notre projet, quelles sont les valeurs. Donc ça, c'est des choses qui vont donner de la motivation intrinsèque, qui vont donner de la cohésion au cercle. D'accord ? Et après, de l'autre côté, on va chercher dans notre projet quelle est l'ambition, qu'est-ce qu'on veut produire dans le monde, dans notre espace-temps, quelle est notre mission, donc comment est-ce qu'on va réaliser cette ambition, et on va aussi définir quel rôle nous avons dans le projet, quel va être le rôle du projet. D'accord ? Ces 6 étapes-là vont vraiment permettre de donner les fondamentaux, 6 points d'appui, et qui vont permettre également de communiquer sur l'extérieur, parce qu'on va s'appuyer sur ces 6 piliers. D'accord, donc tu utilises en fait pendant un cercle plusieurs outils, la docratie, ArtMath qu'on verra peut-être. Et est-ce que tu utilises d'autres outils quand tu fais des cercles avec des gens? Et est-ce que surtout, automatiquement, enfin je veux dire, quand on fait ce genre d'approche, on est obligé d'être accompagné par quelqu'un comme toi ou d'autres? Est-ce que ça peut se faire seul ou à un moment donné on se libère du père, si je puis dire, ou on est tout le temps obligé d'être accompagné par quelqu'un? L'idée dans tout ce genre d'approche, c'est d'être accompagné au début et après que le groupe devienne autonome. Ça, c'est clairement d'ailleurs le mot père, je ne sais pas si c'est le mot peut-être tuteur ou père. Voilà. Donc l'idée, c'est comme les enfants, de devenir s'émanciper. Donc ça, c'est le premier travail, de s'approprier les protocoles et les processus opératoires. Et on va beaucoup fonctionner dans l'adocratie également sur 3 axes pour valider pour faire émerger des solutions. Donc on va travailler sur de l'émergence, pour trouver des solutions un peu nouvelles sur des nouveaux paradigmes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer, on parle souvent de nouveaux paradigmes, mais en partant d'anciens, on parlait avant de politique, tout ce qui est l'idéologie de gauche ou de droite, c'est des choses qui ont plusieurs siècles et de mon point de vue sont plutôt obsolètes pour traiter et résoudre les problèmes actuels qui sont devenus dans un monde de plus en plus complexe. Donc il y a besoin de créer des nouveaux paradigmes. Donc ce mode de fonctionnement en adocratie et en intelligence collective systémique va permettre d'émerger des nouvelles solutions. Donc il y a un premier axe qui va être l'émergence. On va vérifier que cette émergence résonne, il y a une notion de résonance. Le projet va être validé si ça résonne au niveau des gens qui participent. C'est pas... Donc là, on va avoir un côté émotionnel, entre guillemets, ou de ressenti. C'est-à-dire que si ça résonne en nous, on va le valider, le collectif va le valider. Et le troisième point, on va travailler sur une notion de synergie. C'est-à-dire que l'idée, les gens vont être dans un cercle vont être très, très différents. Et c'est leur différence qui, en synergie, permettre également cette réalisation du projet commun. D'accord. Alors, je sais que tu vas, dans le cadre du projet de Cyril, organiser des visioconférences. Voilà. Est-ce que il s'agit de ce que j'ai compris, c'est qu'il s'agit de rêver. C'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Mais moi, je veux en savoir un petit peu plus. Comment tu vas les faire rêver et puis surtout les aider à concrétiser derrière leur projet. Mais déjà, comment tu vas arriver en plus derrière une caméra à les faire rêver?
Alors, moi, je m'appuie un peu sur quelqu'un qui est une référence dans le rêve et la réalisation, c'est Walt Disney. Et Walt Disney avait écrit à un moment, si nous pouvons rêver quelque chose, nous pouvons le faire. Mais tout projet commence par un rêve. Et l'idée, c'est de commencer par rapport à un avenir. Et l'avenir, on peut l'écrire en 2 mots. À venir, c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais c'est quelque chose que nous allons pouvoir faire venir en existence. Et on a besoin de rêver un monde dans lequel on a envie d'habiter, un monde sympathique, agréable, où nous, nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants auront plaisir et où ils seront agréables à vivre. Donc on a besoin de créer quelque chose un avenir désirable. Donc on a besoin de commencer à le définir. Et donc ça, cette première partie, on va pendant les 3 mois qui vont suivre cette journée, chaque fois sur un thème, d'accord, qui sera différent, où on va être ensemble et on va pouvoir se lâcher et commencer à créer ce monde. Mais ce monde, on va le caler dans un contexte qui est donné par la vision du projet, d'accord, que Cyril pourra redire éventuellement après. Donc le contexte, ça va être la vision de ce monde-là, et après, en fonction d'un thème après l'autre, on va dire, dans ce monde où la vision est présente, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans le monde du bien-être, de la santé, de l'alimentation? Qu'est-ce qui se passe dans le... Alors, je ne sais pas, c'est Cyril qui va donner les thèmes. Moi, je vais plutôt travailler à la facilitation, d'accord? Mais l'idée, c'est de commencer à visualiser et de faire de la créativité, d'imaginer. Hein, on va utiliser la technique de Walt Disney qu'on appelle l'imagineering, qui est l'ingénierie de l'imagination. C'est pour commencer à créer un monde nouveau sur des nouveaux paradigmes. Il faut déjà se rendre compte que les paradigmes dans lesquels on est sont peut-être un petit peu dépassés, donc on a besoin d'aller chercher un peu plus loin. C'est pour ça que sur les 4 jours du week-end de l'ascension, on va également développer un modèle qui s'appelle la spirale dynamique pour voir un peu les différents niveaux paradigmatiques qui existent, hein, et pour savoir dans lequel nous sommes et dans lesquels nous pouvons aller progressivement. Et donc 3 fois du rêve qu'on pourra faire effectivement en lien à distance. Et après, on va se retrouver en présentiel pendant 4 jours pour des groupes de travail, des cercles de travail. Chaque cercle va embrasser, va prendre à bras le corps un des thèmes. Et on va commencer à travailler, donc en intelligence du collectif, commencer à mettre en œuvre des plans d'action, des actions pour que ce rêve devienne réalité. C'est ça, vision, mission, objectif, c'est... Voilà, ambition, après l'ambition, une fois que les ambitions sont définies, on a besoin de faire une feuille de route pour arriver. Et dans cette feuille de route, on va commencer à la co-créer collectivement. Et puis après, le dernier point, on va commencer à regarder les axes d'amélioration, les points critiques, les points de vigilance, les parties qui pourraient mal se passer, hein, où on pourrait avoir un caillou de la chaussure ou un grain de sable dans le rouage. Et donc, collectivement, l'idée de se préparer également à envisager qu'on puisse avoir des obstacles, comme dans tout projet, il y a des obstacles. Donc l'idée, c'est de les anticiper et de ne pas être pris au dépourvu si jamais il y a un obstacle qui surgit, que tout le monde ne soit pas dire « Oh, c'est terrible, mon Dieu, le ciel nous tombe sur la tête », comme disaient les Gaulois. Gérer les objections, pour que ça devienne quelque chose de concret et de positif. Si je peux compléter un petit peu. Donc le premier thème de visio qui risque de sortir, parce que tout le monde en parle, à chaque fois, rien que pour créer cette émission, tout le monde en a parlé, c'était, ça sera lié à la santé et l'alimentation. Donc on va essayer de trouver un nom plus sexy pour la visio, qui fasse plus rêver, et notamment avec une autre vision de la santé et de l'alimentation, parce que c'est intrinsèquement lié. Et ensuite, il faut savoir qu'avec Ardèche Terre de Délivrance, ces techniques, on les a vécues, et en fait, c'est ça qui est important, c'est de le vivre, parce que quand on en parle comme ça, bon, ça paraît très
très très mécanique, etc. Mais quand on donc avec Antoine qui est derrière la console, notamment, il y a une liste qui a émergé, la seule liste qui a émergé d'Ardèche Terre de Délivrance, c'était La Ville-Dieu Terre de Délivrance, dont Antoine a été tête de liste. Et du coup, on a fait une séance de 3 heures, donc un storytelling, donc sur la méthode Disney. Et en 3 heures, on a pu établir toute la feuille de route. Donc c'est ça qui est impressionnant, c'est que sur des séquences assez courtes, Jacques utilise des techniques qui sont dans l'entreprise, et donc dans l'entreprise, on s'embête pas avec des techniques qui marchent pas. si elles marchent pas, on passe à autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'utiliser des méthodes qui sont très très efficientes pour du projet, quoi. C'est ça. Donc ça veut dire que en peu de temps, vous pouvez très bien sortir ce que tu as dit là, un projet, voire même transformer quelqu'un en leadership à travers tout ça, peut-être aussi. Et du coup, la question que je t'ai pas posée, c'est que tu parles de visioconférence, mais combien d'heures elle va durer à peu près cette visioconférence? On aura pour 1h15, 1h30. D'accord. Chacune. On va pouvoir se lâcher le temps de faire une dizaine de minutes en plénière, d'expliquer comment on va fonctionner, 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, chacun on va se retrouver 30-40 minutes en sous-groupe s'il y a beaucoup de monde. Puis après, on revient en plénière pour redonner ce que chaque sous-groupe a donné, prendre des notes, tout ça en 1h15. Ça va être fait. Et donc, ça va aller très, très vite parce que le positif crée le positif. Hein, donc, il y aura un engouement qui sera fait. Et pour répondre à ta question, le leadership, c'est extrêmement important pour que le socio marche bien. On a besoin de faire dans le cercle également que le niveau de leadership des gens augmente. On manque. Et donc, on peut se retrouver avec des gens qui soient meneurs. Et en fait, on n'a pas besoin de meneurs, on a besoin de leaders, de gens qui soient inspirés, inspirants et qui soient au service d'un commun et d'une communauté. D'ailleurs, un commun qui sera à définir, mais plus on aura de gens qui auront un niveau de leadership et de faire grimper ça, plus la communauté va être puissante. Dans le socio, justement. Oui, dans le socio, c'est ça. Puis dans le Kratos. Le Kratos, on l'a éliminé. Hein. Non, mais le Kratos, c'est celui qui fait. S'il n'y a pas d'action, ouais, c'est le projet. Il y a le faire, tout à fait. C'est ça. Donc, en fait, on voit que toutes ces pratiques, quand même, demandent un peu d'autodiscipline pour éviter que les pouvoirs, si j'ai bien compris, soient déjà, ça ne soit pas dans les mêmes mains. C'est un petit peu ça aussi, pour résumer un peu, et pour permettre que cet effort, le commun, pour libérer la créativité de l'ensemble du groupe, parce que il y avait de ça, et puis du coup, même dans les périodes instables, complexes, etc., mais il y a quelque chose qui va émerger, en tout cas au bout de tout ça, et ça, ça, je me dis que c'est pas mal. Alors vous le pratiquez régulièrement, puisque ça fait plusieurs années que vous le pratiquez du coup. Jacques nous a rejoint en 2018 quand on a lancé Ardèche Terre de Délivrance. Donc nous, c'est quelque chose qu'on pratique assez couramment. Hein. Donc quand on fait des réunions, même à deux, quand on fait des réunions monnaie territoriale, on commence par respiration, cohérence cardiaque. On relie vision, mission, valeur, on s'imprègne, raison d'être, on s'imprègne du projet et après on attaque le boulot. Et surtout, on s'impose des temps courts parce que l'idée, c'est de garder une dynamique et une motivation. Et quand tu obtiens du résultat sur du temps court, ça crée de la dynamique. Et là, on voit bien que ça fait 2 ans qu'en fait, il n'y a rien qui se passe dans le monde, à part une crise sanitaire. Et on pense que c'est justement une période opportune pour rentrer des méthodos qui ont fait leur preuve dans l'entreprise et les mettre dans le social, quoi. Et là, il y a plein de gens qui ont envie de rêver en ce moment, qui aimeraient au moins entendre du rêve, parce que là, ça fait longtemps qu'on n'entend plus de rêve. Et notamment, c'est pour ça que nous, à travers notre projet, on l'a vécu. Et c'est pour ça que c'est important de le vivre. On peut pas l'expliquer. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Oui, c'est pas quelque chose là. On en a parlé intellectuellement et donc du coup,
moi, je conseille à nos auditeurs d'aller sur place, au moins vivre une fois l'expérience et de rentrer dans un cercle. Alors, pas rentrer au milieu du cercle, hein, mais rentrer au début du cercle. Et donc, du coup, on a Pierre Lalu qui est là depuis le début. Ça va, Pierre? Bonjour, ça va très bien. Je suis tous vos échanges, c'est très intéressant. J'avais effectivement des notions autant sur la June que sur la sociocratie. J'avais un peu quitté de vue un peu toute l'avancée de ces initiatives et c'est bien, vous m'avez remis les idées bien au clair. Je n'ai pas perdu mon temps. Pas perdu ton temps. Bon, bah, ça va. Si tu t'es enrichi à nos côtés, c'est très bien. Et du coup, on va aborder avec toi des pistes pour un journalisme ou un média autrement, puisqu'on est aujourd'hui dans des multitudes de médias, hein, il y en a à foison. Et du coup, je voulais un petit peu savoir comment on se repère sur les toiles, justement, puisque entre les fakes, les no-fakes, etc. C'est quoi pour toi un petit peu ta boussole? Vaste sujet, réponse complexe. Moi, ma boussole, finalement, c'est effectivement une grande ouverture quant à l'exploration des médias, des sources et de ceux qui portent la parole. Aussi, j'espère, une grande humilité vis-à-vis du savoir, quoi. C'est-à-dire que on peut vite être très facilement séduit par des idées qui, en fait, si on ne va pas chercher un peu les contradicteurs, si on ne va pas essayer de voir si beaucoup de gens les portent et quelle est la validité des gens qui les portent sur leur domaine de compétence, ce genre de choses, on peut mettre plein de fois, j'ai été piégé comme ça pour dire oui, cette idée est séduisante. Je pourrais te donner un exemple qui est par exemple, une fois j'avais vu un reportage sur Arte hyper intéressant sur les centrales au thorium. Je sais pas, centrales nucléaires au thorium, je sais pas si ça vous dit quelque chose, le sel fondu, etc. C'est une technologie voilà, qui a tout un historique. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais le reportage était hyper séduisant et avec un vrai biais positif sur cette technologie. Et il a fallu que j'aille voir tous les sites spécialisés, que j'aille sur Transition 2030, où il y a plein d'ingénieurs qui s'engueulent en permanence. Et puis on dit, mais non, en fait, ce truc n'est pas prête. Et ils avaient démonté un à un ce reportage et les points de ce reportage. Et effectivement, il y a faire l'effort de sortir sa zone de confort, même parfois de sa propre communauté aussi, pour confronter un peu ces certitudes ou les choses qui nous sont, voilà, qui rentrent un peu dans les narratifs qui nous plaisent particulièrement. Et effectivement, c'est vrai, quand on me parle de médias alternatifs et que, en fait, comme si le terme alternatif en soi était une qualité, alors qu'en fait, c'est plus j'ai envie de dire, un simple adjectif, quoi. On peut avoir des médias alternatifs très néfastes, quoi, et très malhonnêtes. Je me dis, ça suffit pas, effectivement. Il faut tout explorer, tout confronter et avoir une certaine humilité et une certaine appétence pour l'incertitude, j'ai envie de dire, pour s'informer. Voilà. D'accord. Mais alors, du coup, le public, dans sa grande majorité, si je puis dire, ne fait pas cet effort-là, tu vois, d'aller chercher l'information, puis ça demande du temps. Hein. C'est plus un journaliste qui va faire ça, d'aller prendre toutes les sources de partout et pas seulement avoir, comme tu le disais, une directive. Et tu crois que si justement le journaliste fait cet effort-là avant de donner matière à, tu penses que c'est ça qu'attend un public, c'est-à-dire qu'on les aide un petit peu à décrypter tout ça? Alors justement, je pense qu'on en met un peu trop sur les épaules du journaliste, comme on en met aussi beaucoup trop sur l'épaule du prof pour résoudre tous les problèmes sociaux et mentaux d'un élève. Le journaliste, c'est aussi ses biais de confirmation très forts. Hein. Par exemple, j'ai bossé pour un média qui est très bien d'ailleurs, qui s'appelle Vert,
je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un émergent, c'est des jeunes, etc. Et je me souviens qu'ils avaient pas trop conscience, en fait, que par exemple, les études qu'ils prenaient, enfin, que leur système d'enquête, alors eux, ils étaient plutôt pour donner une info quotidienne, vulgarisée, etc., donc très utile à plein d'égards. Mais par exemple, ils prenaient beaucoup les rapports d'ONG, voilà, qui sont des bonnes ONG, qui disent des choses intéressantes, mais pas que. Parfois, il y a des choses qui sont critiquables, discutables, et effectivement, le travail d'un journaliste, c'est pas juste de prendre ce rapport-là et dire, regardez, voilà ce qu'on sait sur tel sujet, c'est aussi de le confronter, etc. Ils ne le faisaient pas trop, parce que alors, si, voilà, ils avaient justement assumé un certain positionnement, mais on ne pouvait pas entièrement dire, voilà, honnêtement, j'ai un point de vue renseigné en ne me basant que sur ce média-là. Parfois, faut aller voir ses contradicteurs, quoi. Il y a aussi un autre, en parallèle, il y a un média qui est de position complètement inverse, qui s'appelle Transition et Énergie, qui, oui, a l'air d'être financé par beaucoup de gens du milieu de l'industrie, etc. Et c'est terrible, mais parfois leurs contre-arguments qui sont très biaisés aussi. En fait, tout le monde est biaisé, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que voilà, ils sont très pro-nucléaire et tout, quand les autres sont très anti-nucléaire, etc., etc. Par exemple, pour illustrer le débat sur les différents thèmes qu'on a sur l'écologie, eh ben, on se rend compte que quelque part, certains arguments de transition énergie, qui par ailleurs peuvent être très biaisés, etc., en fait, finalement, vont fragiliser d'autres qu'on va retrouver et qui vont être rapportés par un autre média. Voilà, il faut se faire violence, quoi, j'ai envie de dire, et de discerner ce qui est voilà, on sait quel est leur positionnement, on sait qu'ils vont forcément avoir rapporter telle ou telle information. Pareil pour l'autre média, confronter les deux et voir ce qu'il en ressort et voir comment notre opinion finalement évolue et, à la lumière des différents arguments. Savoir quel est le positionnement idéologique d'un média, c'est très important. Ça n'invalide pas ce qu'il dit, mais parce que la vérité est quelque chose de flou. La vérité, c'est une boule, et les journalistes, les gens, ne sont que des faisceaux qui vont éclairer une partie de cette boule. Et pour avoir une espèce de sensation, pas de maîtrise d'ailleurs, parce que c'est encore peut-être prétentieux de penser qu'on maîtrise quelque chose à ce niveau-là, il faut pouvoir apprécier tous ces différents faisceaux, et on a une idée peut-être plus qui nous permet de progresser. Moi, personnellement, il y a tout un tas de sujets où j'arrive pas à trancher, quoi. Nucléaire en fait partie, le bio en fait partie, ça c'est le sujet écolo. La June en fait partie, hein. Moi, par exemple, ça fait longtemps que je suis un peu le truc, c'est un truc que je trouve très intéressant, mais j'avais vu d'autres approches économiques qui m'intéressaient beaucoup aussi, et je vois qu'effectivement elles sont complémentaires. Et pourtant, il y avait une époque sur la June, tu avais des gens mais hyper motivés, qui ne juraient que par ça, etc. Et c'est normal quand on est voilà, quand on porte quelque chose, etc. Ouais. C'était super effectivement de voir que ces gens qui le portaient, effectivement, je pouvais m'inspirer de ces gens-là, mais je pouvais aussi voir ailleurs chez les contradicteurs ou chez des gens qui avaient d'autres approches. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, par exemple, c'est Holochain, l'Holofuel, etc. Ça, c'est un autre univers technologique. Et ben voilà, pour moi, ce qui serait important surtout dans le domaine de l'économie, de ces économies alternatives, c'est comment les gens s'en emparent. Et je pense que c'est ça la grande différence. C'est quand on revient au réel, peu importe de savoir qui a raison, l'important c'est qu'on expérimente ensemble et que par le concret, finalement, on puisse donner vie aux idées. Et voilà, c'est ça qui importe. Donc tu penses qu'il reste donc encore de la place, si j'ai bien compris, pour des sujets d'intérêt public, à condition qu'on ne tombe pas dans l'idéologie ou dans quelque chose de très directif, ou tout simplement des titres à couleur pour ramener du spectateur. Il y a vraiment, tu crois encore en cette information-là, indépendante, nuancée, détachée un peu de l'actu? Alors, je crois que c'est possible. Alors, c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que effectivement, dans la diffusion finalement des infos,
je vous conseille d'ailleurs, pour vous éclairer sur la façon dont fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, de suivre une émission qui s'appelle Science for All, donc science, 4 pour fort, et All, A2L. C'est animé par un scientifique de la donnée, un gros matheux ingénieur qui vit à Lausanne et qui, lui, en plus, a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi Mark Zuckerberg devrait être en prison et qui t'explique comment, en fait, comment Facebook sait sa responsabilité dans des faits graves de traite d'humains, de fake news, comment l'algorithme finalement favorise l'expansion de nouvelles très mauvaises. Et par exemple, alors, lui, il relaie une lanceuse d'alerte qui a fait cette enquête-là et qui t'explique comment en Birmanie, il y a eu des tueries de masse à cause de fake news qui ont été délibérément favorisées sur Facebook. Il t'explique comment le Angry React, vous savez, la petite émoticône du « je suis pas content » sur un post, en fait, est favorisé par un multiple de 10, favorise la publication par un multiple de 10. Donc, comment finalement Facebook se fait un pognon de dingue sur les nouvelles qui sont clivantes, négatives et dangereuses. Et ce même Lé Nguyen, par exemple, lui, il a monté un projet qui est très, très, très intéressant, alors, au départ basé sur la plateforme YouTube, qui permet justement de qualifier les vidéos de façon collective par rapport à tout un tas de critères et sur effectivement alors donc j'ai pas tout en tête, je suis pas membre du projet, mais sur tout un tas de critères qui peuvent être de l'accessibilité intellectuelle au sujet ou la puissance des arguments, tout un tas de choses comme ça. Et il y a des projets très intéressants qui veulent contrebalancer finalement les effets pervers des algorithmes. Et bien entendu, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est vrai que si on se base que sur voilà, l'algorithme de Facebook pour passivement recevoir des infos, effectivement, il faut être très, 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 très proactif, il faut rechercher ce moteur de recherche, il faut aller sur Wikipédia, faut être très éduqué sur la façon aussi dont fonctionne le montage, le narratif, comment on peut facilement faire croire à la vraisemblance d'une information. Enfin, c'est une fois qu'on se renseigne beaucoup sur ces méthodes-là, on a une autodéfense très forte. On décrypte mieux l'information qui arrive, on est moins dans l'émotionnel du coup et ça permet d'avoir une certaine distance en tout cas avec ce qu'on reçoit. Alors moi j'ai une dernière question et je vais écourter un petit peu parce que du coup on a un petit peu débordé, voilà, par rapport un petit peu à tout ce qu'on a dit, et celle-ci me tenait beaucoup à cœur. Justement, t'en parlais quand un média dénonce un scandale, Panama Papers, etc. ou autre, après investigation, pas un truc lancé comme ça. Crois-tu qu'il devrait aussi investiguer sur des solutions émergentes qui viendraient de la société civile, des citoyens, et aussi les aider à porter pour éviter les crispations de ce qu'ils ont dénoncé, tu vois, ou alors c'est pas du tout le rôle d'un média ou évidemment que le rôle d'un média, c'est d'informer. Le choix éditorial d'un média, voilà, c'est son choix propre. Si tel ou tel média n'a aucun intérêt à parler des solutions locales, bon, il ne le fera pas. Est-ce qu'on trouve qu'il y a un déficit sur ce type d'information ? En fait,
j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire que tu regardes le journal de Jean-Pierre Pernaut, enfin, tu vois, qui est plus Jean-Pierre Pernaut, mais ça reste un journal de Jean-Pierre Pernaut en soi, quoi. Bon, c'est devenu un truc, le journal de Jean-Pierre Pernaut. Enfin voilà, le melon de Cavaillon, les trucs comme ça. Enfin, c'est des infos locales, quoi. François, c'est des infos locales. Maintenant, quel est le narratif? Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Qu'est-ce qu'ils veulent? En quoi ils conçoivent que tel ou tel sujet pour intéresser leur audimat? Bon, ça, c'est un peu, je te dirais, les effets pervers du marché de l'information. Euh, Par contre, voilà, comment, si j'en reviens plus à ce qui nous ramène ici, c'est-à-dire l'initiative des affranchis du monde libre, l'intérêt, c'est plutôt de savoir euh, est-ce que c'est important ce que va dire France 3, TF1 etc. Ou est-ce que ce qui compte, c'est d'avoir des vrais objectifs disons, de prospection. On a vu qu'il y avait un territoire, que le territoire était limité. On a vu qu'on pouvait même compter le nombre de gens qui allaient dans ce territoire. Et les problématiques de communication et d'échange sur cette problématique-là, du coup, sont assez alléchantes parce que du coup, on a quelque chose de maîtrisable et on peut très bien avoir toute forme de méthode pour que l'information puisse se propager dans cet univers qui est voilà dans ce périmètre où les gens sont concernés. Voilà, c'est-à-dire que genre le flyer sur le porte-à-porte peut parfois avoir nettement plus de pouvoir dans un contexte comme celui-ci que des pubs sponsorisées sur Facebook ou d'aller faire une grève de la faim devant les locaux de France 3 tu vois, de la région, quoi. Donc, voilà, il y a plein de méthodes possibles. Moi, ce que je peux dire en termes de vécu vis-à-vis de cette discussion-là, c'est qu'à Nuit debout, par exemple, on avait un programme typiquement parisien, typiquement débile. C'est que il y avait la page Facebook de Nuit debout, et à Paris, parce que le problème vraiment n'était pas dans les autres villes, il y avait une grosse bataille sur qui devait avoir les codes de la page Facebook, etc. Il y avait un côté un peu stale, comme on dit chez nous, c'est-à-dire nous voulons tous les contrôles de ce truc-là. Et quand on répondait, les gens impliqués dans ces discussions un peu de communication, moi j'en faisais partie, mais vous savez que vous avez la liberté, l'opportunité de créer vos propres espaces de communication et ça sera relayé. Euh, voilà, il y avait une idée il y avait une confrontation entre une idée homogène et hétérogène de la communication. Et finalement, ce qui allait emporter naturellement, c'est l'hétérogénéité. Il y a un média qui s'était créé à côté, qui c'était Gazette Debout, qui était finalement nettement plus populaire, nettement plus pertinent, riche que cette page Facebook, qui était devenue un fétiche finalement de conflits sur cette place de la République. Donc, les possibilités plurielles sont là. Internet existe, on peut ouvrir un blog en 2 secondes. Tout ce qui compte finalement, c'est des compétences et des gens qui s'investissent. C'est ça. Pour avoir un bon média, d'avoir des gens qui s'investissent et qui arrivent, en tout cas, le plus dur, c'est d'être sur une autonomie financière, ce qui n'est pas facile parce que du coup, c'est ça qui dicte aussi l'éditorial. Voilà, parfois, hein, les journalistes sont muselés sur certains sujets qu'ils auraient envie de développer ou d'aller couvrir. Et c'est ça souvent qui est un petit peu dommage pour les citoyens. Hein. Alors, je vais revenir un petit peu avec toi, justement, sur l'histoire du média. Vous avez une idée sur ça, sur le média par rapport à l'embarquement. Explique-moi un peu cette idée, ce que tu attends, toi, d'un média. Aujourd'hui, c'est pas un hasard si on fait une émission. C'est que quand on veut un média, c'est l'intermédiaire, d'accord ? Un média, c'est média, c'est-à-dire que on a et aussi média, ce qui circule là voilà. Entre nous dans le... Mais nous, on a un média, il se retrouve. C'est pour ça que souvent on parle de neutralité des médias, parce qu'il se retrouve entre quelqu'un qui fait passer une information et quelqu'un qui doit l'écouter. Et voilà. Donc, et nous, actuellement, on n'a pas de média. On n'a pas de média par rapport à ce projet. Et le
ce projet, c'est quand même le fruit de 6 années de travail, dont 2 années qu'on a fait avec Super Châtaigne, qui était un outil de communication. Super Châtaigne, c'est quelqu'un, voilà, c'est un costume qui a été endossé par plusieurs personnes et qui permettait de faire passer des messages sans voir une identité derrière. Et donc, pendant la campagne de Super Châtaigne, on a rencontré beaucoup de journalistes, parce que c'est cette question-là qui les a d'abord interpellés. C'est la question de l'outil de communication et du message qui passait derrière. Et c'est pas anodin si tous les journalistes qu'on a rencontrés à travers cette campagne étaient des journalistes qui étaient sensibilisés aux thèmes qui étaient véhiculés par Super Châtaigne. Donc nous, on considère que ces personnes-là qu'on a rencontrées, il y a eu quand même beaucoup d'articles de presse, beaucoup de journalistes, seront les journalistes qui seront conscients du projet qu'on est en train de mener, qui est un projet de démocratie. Sachant qu'en plus, on ne peut pas... C'était les thèmes... C'était déjà les thèmes de Super Châtaigne. Super Châtaigne, c'était juste rédiger une nouvelle constitution. Sans idée, sans projet. Et bon, on a beaucoup évolué là-dessus. Hein. Maintenant, on a quand même une vision, une mission, on a un projet. On n'a pas de programme, mais on a quand même une ligne directrice. Et nous, par rapport à notre projet, ce dont on aurait besoin, c'est d'un média qui puisse avoir une architecture similaire au projet, c'est-à-dire en adocratie, donc qui puisse connecter des médias territoriaux entre eux via un média plus global. Comme le disait très bien Pierre, c'est que aujourd'hui, tous les outils de communication ont leur pertinence dans un usage. C'est-à-dire que Facebook, il y a un public, les flyers, les tracts, il y a un public, etc. Et que nous, on sort de la question de l'outil. C'est comme la monnaie libre. La monnaie libre, c'est un outil qui est au service d'un projet. Nous, ce qui est important, c'est le projet. Et on pense que dans le saut paradigmatique que l'on doit faire, c'est qu'aujourd'hui, les journalistes sont des commentateurs. Les politiques sont les acteurs, les journalistes, les commentateurs. Et du coup, on évite qu'il y ait des liaisons entre... Mais aujourd'hui, on est dans un mode système, avec notamment le Covid. Oui, tout est lié. Mais aujourd'hui, nous, ce qui nous semblerait bien, c'est qu'on puisse créer un média libre. Donc libre, ça veut dire libre dans son financement. Parce que aujourd'hui, un média qui est financé soit par du crowdfunding, soit par des financiers, il rend compte à ceux qui le financent. D'accord ? Et aujourd'hui, donc ça oriente sa ligne éditoriale, forcément. Donc nous, la question, et on aurait besoin de journalistes en fait, parce que nous on n'est pas journalistes. Nous on est des coordinateurs, on est des facilitateurs, on amène des outils, etc. Démocratiques et de réalisation de projets, de mise au point de réalisation de projets, et on aimerait bien qu'il y ait des journalistes qu'on a déjà rencontrés d'ailleurs, ou qu'on a déjà contactés, qui aient envie de donner, de mettre à leur contribution leurs compétences de journalistes pour nous accompagner dans la création d'un média qui en accompagnant le saut de paradigme, qui du coup, comme tu disais, puisse accompagner le projet. Un média qui accompagne le projet et pas seulement un média qui soit extérieur, parce que les journalistes sont des êtres humains comme tout le monde. Les journalistes, ils ont besoin de manger, de se loger, etc., de se soigner, et donc ils sont concernés par un projet de démocratie. Et vraiment, la chose qu'on a vue avec Super Châtaigne, c'est qu'il n'y a pas de monde libre possible sans médias libres, et il n'y aura pas de médias libres possible sans démocratie. C'est que tout est lié. Parce que le média, l'éducation, d'une manière générale, quand on est enfant, on va à l'école, et quand on est adulte, on n'a plus que les médias. Et donc l'éducation, d'une manière générale, la conscientisation, ça ne peut pas être dissociable du reste, quoi. D'accord, donc en fait, démocratiser complètement le média tel qu'il est là, aujourd'hui, comme il est conçu, et dans le cadre, je reviens un peu sur Jacques, qui expliquait que dans le cadre d'un cercle, ça voudrait dire que ces journalistes, hein, il y aurait plus de chef, hein, puisque
le Kratos, on l'a éliminé, voilà. Et donc du coup, ils pourraient ensemble construire quelque chose sur ce qui se passe localement sur un territoire, un sujet qu'ils auraient envie de porter X, et en plus sur l'histoire de libre de la monnaie, ils pourraient très bien faire du 70-30, des choses comme ça, c'est-à-dire que tout est envisageable. C'est eux qui décideraient déjà comment ils fonctionnent. Tout est envisageable. Donc nous en fait, là, le message qu'on passe, c'est qu'on a besoin, on recherche des gens, on recherche des compétences pour créer ça, c'est-à-dire qu'il y a un cercle média qui se crée, et après ils décideront, ils feront leur vision, leur mission en adocratie. Donc ça sera le bon projet qui émergera, parce que c'est les présents qui décident. Et nous, à côté de ça, on peut amener des compétences. On peut amener des compétences pour les aider à ce qu'ils trouvent un modèle économique. C'est-à-dire, ils ont des charges en euros, comme moi, mon entreprise. Et du coup, nous, on a, voilà, que ce soit avec Philippe Lefebvre ou Philippe Ledigou, voilà, il y a des compétences pour les aider à trouver un modèle économique qui permettent que ce modèle soit viable. Parce que aujourd'hui, c'est comme ça, le capitalisme, il va favoriser les puissances d'argent, inéluctablement. Donc, tous les médias qui sont dans l'euro, il y a des médias en crowdfunding, mais les gens qui participent au crowdfunding, ils n'ont pas de thunes. Donc à un moment donné, ils auront du mal à continuer à financer des médias en crowdfunding. Donc la quantité d'euros va diminuer, donc ils vont d'abord se financer eux-mêmes. Et du coup, l'avenir est quand même sombre dans l'euro, l'avenir est assez sombre. Enfin dans l'euro, dans les monnaies dettes, on va dire, d'une manière générale. Et c'est pour ça que nous, on peut amener un complément de financement avec la monnaie libre et les monnaies territoriales. Monnaie territoriale pour les médias territoriaux et monnaie libre pour médias... On peut imaginer effectivement une multitude de vocations médiatiques, enfin de petits jeunes qui voudraient effectivement rentrer dans les médias au niveau des territoires, au niveau des cercles territoriaux, qui seraient financés justement comme un bien commun. Les médias seraient financés comme un bien commun par les habitants effectivement des cercles territoriaux, et qui pourraient effectivement communiquer toutes les informations qui concernent en fait le cercle, et comme disait Jacques, avoir des cercles effectivement supérieurs qui pourraient communiquer entre eux pour pouvoir après faire passer l'information à l'échelle plus haute ou même nationale, mais que les informations ne soient pas vraiment dévariées, et qu'il y ait les bonnes informations qui partent du départ et qui arrivent sans être censurées, filtrées. Oui, c'est-à-dire que ensemble, on construirait un média, c'est-à-dire il pourrait y avoir des professionnels comme des citoyens qui pourraient construire ensemble ce média. Hein, c'est ça. Par exemple, c'est un seul média, ça serait des médias. C'est un système médiatique en fait. C'est un système médiatique. Nous, on travaille sur la question du système. Donc nous, c'est l'organisation d'un système. Aujourd'hui, tu as des médias locaux qui ont du matériel, qui ont des ressources humaines, etc. Donc, ils peuvent amener du contenu à un média commun. Tu comprends ? Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de journalistes donc assez pointus, qu'on a déjà plus ou moins côtoyés, donc des journalistes qui sauraient faire de l'investigation. Non, mais même au-delà de ça, qui connaissent bien le monde médiatique, les arcanes du monde médiatique, donc qui savent ce que c'est qu'un média. Qui seraient compétents, voilà, au niveau structure un média, nous c'est pas du tout notre vocation, et donc et que ces journalistes là ils soient intéressés pour créer ce système, et en allant s'appuyer France 3. Tu prends France 3, tu as France 3 nationale et France 3 région, etc., puis après département, mais voilà, au lieu que ça vienne d'en haut, que ça parte d'en bas, et que tout ça, donc ça n'efface pas du tout. Il peut très bien, l'idée c'est pas d'enlever les médias existants. L'idée, ça pourrait très bien qu'il y ait un média qui se crée, et à l'image des monnaies territoriales où on signe un contrat de concession de marque, que ce média signe un contrat de concession de marque aux petits médias, parce qu'il y a un cahier des charges avec vision, mission, etc. Et voilà, et du coup les valeurs. Et puis un cahier des charges où après ils ont le logo du média qui a été créé, quoi. Donc ça serait plus un média commun. Plus un système. Un système de médias. L'idée, c'est que les gens qui ont leurs petits médias locaux ou nationaux conservent leurs médias.
Oui, même, et leur identité. Ils ont une identité. Voilà, ils ont une identité. Et du coup, voilà. Et surtout pour leur financement, en fait. Voilà. Ok. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir débattu avec nous. Je vois qu'il y a encore Pierre et Jacques qui sont présents, qui ont embarqué depuis le début. Voilà. Donc peut-être un deuxième embarquement. Oui. Voilà, pour peut-être approfondir tout ce qu'on a parlé aujourd'hui ensemble, et puis revoir peut-être, comme le disait, la vision, etc. On va progresser. En tout cas, merci à vous. On va peut-être arriver à construire nos rêves. Et merci à Antoine qui est derrière la console et qui nous prête son matos. Oui, et si Antoine accepte, le mois prochain, on refait une émission Bienvenue à bord et on rend compte de la première visio qui aura été sur la santé et l'alimentation, par exemple. On verra. Il galère derrière la technique, mais ça a l'air de pas mal marcher. Voilà. Plus d'ouverture vers le monde, c'est ce qui a voulu être proposé là aujourd'hui. Voilà. Au revoir à tous. Merci, à bientôt. Merci à vous. Salut. Au revoir, Jacques. Prenez soin de vous. Merci. Ouais. De même. Ok. Bon, j'espère que j'étais pas trop à l'ouest. Et moi, Non, nickel, alors, nickel. ça a Non, été c'est moi qui étais à l'ouest. Là, ça va être sympa. Bon, j'ai été obligée de te raccourcir.